Je vous souhaite donc la bienvenue ce soir au nom du club Alumni Global Executive MBA dont je fais partie. Vous avez aussi sur les vignettes en fait visuelles, vous avez Sylvain et Dalila qui sont les autres animateurs du club avec moi et qui sont donc présents ce soir. Mais nous avons donc la chance ce soir d'avoir un speaker qui est lui-même diplômé en fait de l'Executive MBA qui s'appelle Hervé, donc Hervé David, qui va vous parlez donc du sujet en fait du secteur automobile ce soir. Tout d'abord, je vais juste vous expliquer très rapidement donc le club qui a été fondé maintenant en 2019 et qui est un club qui est dédié en fait pour les diplômés du MBA ou de l'executive MBA donc de Neoma, toute année et toute promo confondue. Et nous faisons en fait des conférences et nous faisons aussi différents événements qui sont soit pour juste les MBA, Executive MBA, mais on fait aussi beaucoup de choses qui sont tout à fait transversales et qui concernent en fait n'importe qui et qui peuvent intéresser n'importe qui. Et on s'était dit justement avec l'expertise en fait d'Hervé sur le monde automobile qu'il serait intéressant de vous faire en fait une conférence sur ce sujet-là. Et donc dont le titre est Enjeux et turpitudes de la mondialisation. Si vous voulez aussi le club, on se rencontre régulièrement aussi une fois par mois. Donc, si vous avez des diplômés qui sont là, qui écoutent là ce soir, sachez que demain soir, nous avons un after MBA dans un bar parisien en présentiel et non pas en virtuel. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous les détails sur le site de Neoma Alumni. Ça, c'est une fois par mois, c'est tous les derniers jeudis du mois. On a aussi d'autres événements qui vont bientôt arriver, qui sont la visite de l'Innovation Lab de Microsoft. Ça, c'est quelque chose qui devait avoir lieu il y a 2 ans de ça, puis avec la pandémie, voilà, ça a été repoussé, mais ça va enfin avoir lieu bientôt. On a aussi d'autres conférences, workshops, ateliers qui sont liés au développement personnel ou à d'autres sujets qui vont avoir lieu. Donc voilà, ça c'est sur le club, mais on est absolument ravis ce soir que, en plus de vous offrir en fait cette conférence, qu'on ait d'autant plus un diplômé qui va vous le présenter. Donc je vous présente Hervé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Alexandra pour la présentation. Oui, je vais peut-être revenir un petit peu sur mon cursus rapidement. J'ai à peu près, je suis plutôt jeune, donc j'ai plus de 25 ans quasiment d'expérience automobile. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la marmite quand j'étais petit. Ça a été mon premier job quasiment et j'y suis resté. Voilà. Bon, après, avec tout ce qui va avec dans différents types de métiers. Et puis j'ai refait un executive MBA suite à ma formation initiale qui était une maîtrise de gestion à la base de la Sorbonne à Neoma en 2015. Voilà, sur la promotion Sun Tzu, je crois. On était. Voilà pour le cursus. Donc j'ai travaillé dans différents types d'automobiles, différents équipementiers, beaucoup de première monte, un peu d'aftermarket aussi. Dans le premier métier était l'éclairage finalisation, donc des pièces de sécurité avec du design, ce qui est assez intéressant. Après, j'ai passé 15 ans dans la peinture automobile chez un groupe qui s'appelait Dupont, Nemours à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Axalta Coatings. Je suis parti après chez BSF où j'ai fait pas mal d'après-vente, où j'ai géré la gestion des grands comptes sur tous les clients, les OEM automobiles non européens, donc tous les asiatiques et aussi le démarrage de Tesla et tout son réseau après-vente, en tout cas réparation de Tesla. Et puis maintenant, je suis chez Westlake Chemical où j'ai commencé comme directeur commercial pour organiser un peu la politique commerciale. Et aujourd'hui, je suis directeur produit automobile pour la partie mondiale sur les trois zones, donc Amérique, Europe et Asie. Voilà, avec des objectifs de localisation, de choses comme ça. Où on a été racheté par un groupe qui avait peu d'automobiles dans son portfolio au niveau américain. Et aujourd'hui, on développe ça en Asie et aux États-Unis et en Amérique du Sud aussi. Voilà, pour l'historique. Donc revenons au thème. Aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'il y a pas mal de succès sur l'automobile. J'ai eu l'occasion d'animer des groupes chez Neoma sur des jeunes étudiants, les séminaires paper, où quand on parle de grands comptes et de gestion industrielle, les étudiants vous regardent avec des grands yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est qu'un grand compte? Qu'est-ce que c'est qu'un client industriel? Je voulais faire du luxe, je voulais faire du parfum. Voilà, quand on parle de l'automobile, les gens connaissent un peu les voitures ou les choses comme ça. Après, c'est un peu l'industrie automobile. C'est passionnant, c'est énorme, c'est mondial aujourd'hui. Par contre, c'est un petit milieu quand même. Il ne faut jamais se fâcher avec n'importe qui dans le monde automobile.
c'est une des prérogatives d'un de mes premiers recruteurs qui m'avait dit, OK, toi, ce que tu veux, tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir beaucoup de choses à faire, mais surtout, fâche-toi jamais avec aucun intervenant, même si tu vous aimez pas. Il faut toujours respecter les gens, et c'est un principe de base, je pense, de vie, mais également dans ce milieu automobile, on ne sait jamais où on va retrouver les gens dans 5 ans ou 10 ans plus tard. Souvent, les gens qui tombent dans l'automobile restent dans l'automobile. Donc, voilà, je souhaitais animer, enfin, un peu poussé par quand même, il faut le dire, Sylvain et Alexandra, sur l'animation de ce thème. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal occupé, mais bon, ça me fait plaisir d'en parler quand même, Merci à malgré, toi. Merci à bon, toi. Et puis, je t'interromps juste encore une ouais, pour seconde. l'animation, peut-être si tu peux préciser aux gens, je crois s'il y a des questions. Exactement. Voilà. N'hésitez surtout pas, on l'a marqué là dans la messagerie, mais vous avez en bas en fait de votre écran un questions et réponses. N'hésitez pas donc à mettre vos questions, vos remarques dessus. On y répondra au fur et à mesure. Et puis Hervé aussi va vous poser parfois des petites questions et vous pourrez répondre dans la boîte de messagerie qui est sur votre droite, la boîte chat. Voilà, ça permet de faire aussi une certaine interactivité pardon, entre nous tous. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur un secteur automobile qui est en berne entre guillemets. Je crois que dans les 25 ans passés dans l'automobile, j'ai jamais vu une activité aussi faible, on va dire, même si la mondialisation est partie dans tous les sens. Mais aujourd'hui, si on veut, pour vous donner un ordre de grandeur, je pense que tout le monde n'est pas forcément du milieu automobile, mais voilà, on va dire que tous les ans, on met sur le marché entre 90 et 110 millions de voitures qu'on produit et qu'on vend tous les ans dans le monde. Si on voit donc on peut plus parler d'une industrie de pays uniquement industrialisée. Tout le monde aujourd'hui veut ces voitures. Quand on voit la Chine, c'est le plus gros marché mondial. C'est aussi la plus grosse population. Ça a mis longtemps à arriver. Ça veut dire que l'Inde devrait arriver dans peu de temps. Combien? On ne sait pas. La Chine a mis 25 ans à décoller. Les gens ont investi, ils sont sortis, ils sont revenus. Ceux qui sont restés aujourd'hui sont plutôt leaders sur les constructeurs étrangers. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que 40% des voitures produites dans le monde aujourd'hui viennent de l'Asie. Même si on verra que le marché des ventes n'est pas que l'Asie et pas forcément le plus gros. Donc voilà, sur les 4 zones, on a 85% des marchés. La Chine représente 30% du volume. Derrière, on va avoir à part à peu près égal entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Europe. Cette partie, c'est ces deux gros pôles. Et puis derrière, le Japon et la Corée, qui est un peu les 4 grandes zones de production au niveau automobile aujourd'hui. Au niveau si on regarde par pays, bon, on aura d'autres pays qui arrivent un petit peu et qui sont en croissance, comme le Mexique, qui est un peu le garage bon, on va le mettre dans l'Amérique du Nord, comme les régions sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est 110 millions par an, ça veut dire qu'on a un parc automobile d'1 milliard de voitures. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte au niveau c'est quelque chose d'énorme. Donc, il y a un marché énorme, peut-être 110 millions de voitures à vendre tous les ans. Quand on prend le prix moyen d'une voiture, c'est assez impressionnant comme le chiffre d'affaires. Mais il y a 1 milliard de voitures à maintenir en ordre de marche sur la planète. Ce qui veut dire que globalement, l'économie de la partie automobile va être répartie entre la première monte, mais il y a une grosse activité aussi qui est de rechange, de réparation et de maintien du mise à niveau des voitures. On voit au niveau des ventes de voitures, alors j'ai pas retrouvé des choses plus récentes, en tout cas de manière graphique, que 2018, mais les tendances sont déjà apparues et on les voit ici. La Chine représente entre 25 et 30 millions de voitures achetées par an. C'est le plus gros marché du monde. Loin devant, c'est quasiment le double des États-Unis, pour donner un ordre de grandeur, où c'était longtemps les États-Unis et l'Amérique du Nord a été le premier marché mondial de l'automobile. Et puis l'Europe, la grande Europe, entre guillemets, qui est à peu près à taille égale. On va retrouver des plateformes voilà, entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine, Corée et Japon, qui représentent 35 millions de voitures. Donc un peu moins que si vous vous souvenez, il y avait quasiment 49% des voitures produites en Asie. Par contre, il y en a beaucoup moins qui sont achetées en Asie. Donc on voit aujourd'hui qu'on a eu dans l'histoire de l'automobile de la consolidation. Si on regarde il y a quelques années en arrière, il y a des marques qui existaient sur le marché. Aujourd'hui, on a des groupes de marques.
Si on prend Volkswagen, je vous ai mis une petite, c'est quoi? C'est 8 ou 9 marques automobiles qui vont du premium Bentley en passant par Bugatti, et puis des nouvelles marques qui sont lancées jusqu'au camion. Voilà, l'intégration de la partie automobile se fait vraiment dans tous les sens. Au niveau des marques, au niveau des composants, on verra aussi au niveau des équipementiers, mais drivé par les OEM. Et puis aujourd'hui, on a sur le graphique en 2019, vous aviez Volkswagen qui était loin devant, avec qui était devant, passé devant Toyota. Aujourd'hui, plutôt aux alentours de 15 millions de voitures. Malgré le Volkswagen Gate, ça descend un petit peu. Mais aujourd'hui, on voit que la fusion de PSA et de FCA, on se retrouve tout d'emblée avec le quatrième groupe mondial au niveau de la production, devant GM, devant Ford, qui ont été longtemps des leaders mondiaux de la production automobile. Et aujourd'hui, on a des grands. Il reste Volkswagen, il reste Toyota. On a un groupe comme Renault, Nissan, Mitsubishi, un autre groupe franco-italien-américain qui est Stellantis maintenant, avec une nébuleuse de marque qui est assez impressionnante. Et puis derrière, on commence à avoir Hyundai en coréen, GM qui est encore présent. Et puis après, on décroche sur un noyau dur de constructeurs. Et on va retrouver après les constructeurs chinois aussi, si on les rajoute là-dessus. Donc on a, au niveau des enjeux de l'automobile, non seulement une consolidation des constructeurs, mais en parallèle, on va avoir une consolidation. On a eu une consolidation assez impressionnante quand on regarde le classement mondial des équipementiers automobiles. Un équipementier automobile comme Bosch, qui était leader en 2008, avec 28 milliards de chiffre d'affaires, est aujourd'hui à 48 milliards de chiffre d'affaires. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard. Denso, qui était deuxième aussi, a plus que doublé son chiffre d'affaires sur la planète automobile. Les équipementiers européens sont pas forcément ceux qui sont le plus développés ces derniers temps, puisqu'on va retrouver quand même des choses. Forestia qui était quatrième ou cinquième équipementier à l'époque en 2008 et aujourd'hui est loin derrière et a augmenté seulement de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même. On a les constructeurs, c'est aussi une volonté des constructeurs qu'on voulait limiter le nombre d'intervenants, en tout cas en relation directe avec eux. Donc on a là, ce classement-là représente en fait dans le fonctionnement automobile ce qu'on appelle les tier one, qui sont des gens qui sont en relation directe avec le constructeur sur les usines de montage et qui vont, eux, après irradier tout un volant de sous-traitants de toute cette chaîne automobile. Donc on voit qu'on a aujourd'hui des gens très puissants et qui sont capables de dire non à des constructeurs. Clairement, un groupe comme Bosch, s'il décide un prix sur une innovation technologique où il n'y a pas de concurrence, aujourd'hui, ces gens-là sont capables de dire aux constructeurs, ça sera ce prix-là et vous aurez cette quantité-là disponible. Ou alors, il faudra attendre 6 mois pour avoir plus de choses. Ce qui est un renversement un peu des relations et des rapports de force entre les différents acteurs du marché. Donc, on a aujourd'hui l'automobile, les enjeux mondiaux sont quoi? C'est une différenciation de l'offre par la standardisation. Vous allez me dire, c'est paradoxal. Mais n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas très claires pour vous ou si vous avez des interrogations. Une différenciation, parce que quand vous regardez les gammes aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes penché sur une gamme 10 ans en arrière de BMW, par exemple, qui avait une petite gamme de voitures, on va dire 4-5 modèles. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 17 ou 18 modèles, par exemple. Se retrouver entre une X1, une plateforme B1, ça commence à être compliqué pour les clients. Donc, c'est une forme de différenciation, mais avec une standardisation à travers des plateformes. Donc, les constructeurs ont standardisé les pièces, ont standardisé les approches technologiques et vous présentent sous une boîte un peu différente ou du maquillage, un markup, des voitures avec beaucoup de composants similaires, mais qui vous paraissent différentes à l'œil, en fait. C'est un peu la logique de mass purchasing, mass et power buying, en disant je vais plus faire une pièce par voiture, mais je vais faire une pièce sur toutes mes voitures. Et cette pièce, je vais l'acheter pour 10 ou 15 millions de pièces par an, au lieu de l'acheter pour 300 ou 400 000 pièces par an. Donc le prix n'est pas le même. Plus de volume par pièce, baisse du prix unitaire des achats, des composants.
Et par contre, on a aussi une délocalisation des fabrications de véhicules dans les pays à bas coût. On se rend compte que aujourd'hui, si on regarde la carte automobile, la France était un acteur majeur au début des années 2000 dans la fabrication de première monte des voitures. Aujourd'hui, on doit être troisième, voire quatrième fabricant de voitures en Europe, alors qu'on était quasiment en lutte avec l'Allemagne pour être le premier fabricant de voitures en Europe il y a à peine 20 ans. Donc, on a une désindustrialisation de la France qui s'est fait au niveau des... Il y a des usines qui ont fermé. Il y a des usines comme les stratégies comme Renault où on n'a pas fermé les usines complètement, mais on a réduit de moitié les capacités de ces usines françaises. On les a adaptées. On a des usines qui sont passées de 20 000 ou 30 000 personnes à des usines aujourd'hui de 5-6 000 personnes, des unités plus petites, plus flexibles. Et on a construit de nouveaux sites dans d'autres pays, soit à l'Est, soit par de la croissance externe, comme a fait Renault avec l'achat de la Dacia, mais également aussi de la croissance interne en fabriquant des nouveaux sites de fabrication, comme sur Tanger au Maroc, où on est allé dans des pays à plus faible coût de main-d'œuvre que les pays européens d'Europe de l'Ouest. Donc l'Angleterre a vécu exactement la même chose. Donc les derniers sites qui restent dans ces pays-là sont des sites qui sont, qu'on le veuille ou non, enfin après, je sais que les constructeurs n'aiment pas parler de ça, mais c'est des sites qui sont subventionnés par les États européens fortement. Quand on prend le site de Nissan en Angleterre, sans les subventions du gouvernement britannique, il y a longtemps qu'il aurait été fermé au profit d'autres sites. C'est pas le cas, il est toujours là. C'est l'un des plus gros sites de fabrication en Europe de voitures, avec Wolfsburg. Même si aujourd'hui il y a pas mal de problématiques on verra un peu plus tard, de fabrication. Aujourd'hui, on a quand même quelques gros têtes de pont et quelques gros sites en Europe qui continuent à perdurer, mais le reste des sites s'en va petit à petit, soit en Afrique du Nord pour approvisionner l'Europe, soit directement en Chine. Aujourd'hui, on ne pose pas trop la question, mais quand on regarde au niveau d'une voiture, je ne sais pas si vous êtes posé la question, d'où vient votre voiture aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en capacité en tant qu'acheteur de savoir où était fabriquée votre voiture? Ça m'arrive de poser la question souvent à des amis ou des gens qui sont assez perplexes et en fait, non, personne ne se pose réellement la question. On dit, ben non, j'ai acheté une BMW, elle est faite en Allemagne. Non, pas forcément. Ou j'ai acheté une Mercedes, elle est faite en Allemagne. Non, vous avez acheté un 4x4, vous avez acheté ceci. Ben non, il est fabriqué aux États-Unis ou alors il est fabriqué en Chine. Vous achetez une DS7 aujourd'hui, oui, elle est faite en France. Vous achetez une DS9, elle est faite en Chine. Il y a Romain qui dit que c'est de Rennes et Kevin qui dit que c'est de Mulhouse. Est-ce que Ah, la tu... DS7? Je vois pas les commentaires, oui. Je te les lis pour ça. D'accord. Galilée, c'est Oui, c'est peut-être, oui, c'est C'est Rennes ou Mulhouse. Pas la DS9, non, la nouvelle DS9, elle sera faite en Chine uniquement. J'avais Pour une le... question, s'il te plaît, au niveau de la Ouais. standardisation dont tu parlais. Est-ce que tu confirmes que c'est le cas vraiment partout dans le monde? Il n'y a pas des différences culturelles ou certaines zones, en fait, géographiques, on va dire, justement, n'acceptent pas ce genre de standardisation de fait de par leur culture ou Ah, pas? Est-ce qu'il y a un impact c'est... culturel ou pas sur la standardisation? Hmm, on l'a pensé à une époque. Aujourd'hui, je pense que c'est passé outre. En fait, on voit aujourd'hui au niveau des marques, si tu, si tu parles de vrais on a par exemple il y a des différences de consommation et d'attente d'un client chinois, par exemple, par rapport à un client allemand ou par rapport à un client français ou italien ou américain. Par contre, on a cette approche quand même par grande zone géographique où on a quand même une plateforme qui est standard. Des pièces qui sont standards avec un markup qui va être différencié juste pour répondre à certaines problématiques. On a par exemple sur la Chine les problèmes des odeurs. Les Chinois ne supportent pas l'odeur de plastique. C'est une particularité du métier. Donc aujourd'hui, par contre, tous les constructeurs vous demandent de supprimer les odeurs de vos pièces, notamment dans les intérieurs, pour répondre aux besoins chinois, même si la voiture ne va pas aller en Chine. Donc tu as une standardisation qui va revenir dans l'autre sens en disant comme le plus gros marché mondial veut ça, en fait on va essayer de le mettre partout. Comme ça, on aura toujours la même pièce. Il y a Jacquemin, j'ai pas le prénom, désolé, qui dit pas le choix et la différence est faite sur des détails.
Et puis, Oui, oui, sinon, oui. Après, il y a pas de. Oui, c'est ouais. pas faux. Oui, on fait quelques détails. Voilà, on met un rétro, on met un stop, et le reste, la plateforme est la même. Oui. Et on Le a une question. Komodo, voilà, l'ouverture de porte ou quand on regarde un peu, c'est habillé différemment, mais c'est la même pièce. Et on a une question de Pierre, Pierre Mandet, qui dit bonjour au sujet des lieux de production. Pourquoi Tesla décide d'implémenter des gigafactories aux États-Unis et en Europe et non pas dans le pays où la main-d'œuvre est peu chère? Merci d'avance pour votre réponse. Ah, bonne question. Je viendrai un petit peu sur la fin aussi sur D'accord, Tesla. très bien. Non, mais Tesla, pourquoi? Enfin, la Gigafactory, je pense qu'il pense à la. Il peut me répondre si la Gigafactory n'est pas la fabrication des voitures, mais la fabrication des batteries. Sur la partie Tesla, aujourd'hui, il y a une usine qui est en. Elon Musk a confirmé qu'il est en. Il y en a trois d'usines en fabrication. Qui va avoir une usine à côté de Berlin. Il y a une usine aujourd'hui qui est du CKD en Hollande, mais qui va disparaître au profit de celle de Berlin qui va fabriquer les voitures et qui aura également une Excellent, Antoine. fabrication d'unités de batterie. Aujourd'hui, les batteries viennent des États-Unis, hein, de l'usine américaine, partout dans le monde. Et il reste, il y a une usine d'assemblage en Chine. Il y en a une aux États-Unis, à Fremont, l'ancienne usine Toyota, et qui sera amenée à se développer. Mais aujourd'hui, on parle d'un constructeur qui pèse même pas 1 million de voitures au total, même si la valorisation boursière est égale aux 15 premiers producteurs groupes de fabricants de voitures en nombre. Donc l'idée, une batterie, c'est cher, c'est lourd et c'est compliqué à transporter. Donc on la met pas trop loin des lieux de fabrication, et je pense que si Tesla n'envoie pas ses batteries en Chine aujourd'hui encore, c'est pour des raisons de législation et de risque de perte de savoir-faire et de know-how. Il faut savoir que Tesla a dû revenir un peu sur sa approche chinoise pour pouvoir ouvrir son usine en Chine, où elle est restée avec 3-4 mois de retard parce que Elon Musk refusait de signer une coparticipation où il était en minorité. Or, l'État chinois ne permet pas aux constructeurs étrangers d'être majoritaires dans les JV. Il y a Pierre qui te remercie. Voilà. Et j'y vais pour info, c'est joint venture. Voilà. Oui, pardon. Ouais. Alors, je parlais un petit peu, voilà, on fait du one for all, c'est un peu ça en fait, on essaie de faire une standardisation au maximum pour tout le monde. Mais comment ça marche l'automobile? Si on regarde, alors ça paraît peu lisible, mais c'est normal, c'est voulu, je pense. À droite, on va avoir sur la box de droite, on aura la partie client qui est, voilà, c'est vous, c'est moi qui achetons une voiture, ou les entreprises ou des flottes. L'OM qui va fournir ces voitures-là. Derrière, on va avoir tout le réseau de tiers 1 et à chaque fois, on multiplie par 4 ou 5 le nombre, qui eux-mêmes vont s'approvisionner chez des tiers 2 sur des modules, qui eux-mêmes vont faire fabriquer des sous-composants chez des tiers 3 ou des tiers 4 pour assembler des choses et qui après vont aller sur les fournisseurs de matières. Alors la chaîne paraît assez, voilà, c'est un entonnoir, c'est pratique, sauf que si vous voulez vendre votre matière à Volkswagen, pour les pièces Volkswagen, il va falloir que vous alliez la faire approuver par Volkswagen, techniquement. Est-ce qu'elle va passer le cahier des charges, etc. Donc, on a un verrouillage des OEM sur la partie. En fait, aujourd'hui, un OEM, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique de moins en moins, il assemble des pièces. Il fait encore le ferrage ou des peintures parce que c'est capitalistique et c'est compliqué à sous-traiter, même s'ils ont essayé de sous-traiter leur atelier de peinture directement en faisant investir aux sous-traitants, aux fabricants de peinture ou de matériel. Ça n'a pas bien marché, mais bon, parce que le marché est petit et les gens ont dit non. Mais il y avait des idées comme ça. Mais les vidéos aujourd'hui, un OEM conçoit, finit d'assembler et fait du marketing pour vendre ses voitures. Le reste, la plupart du know-how est détenu par les tier 1 sur la majeure partie des composants. Il leur restait le moteur aujourd'hui où les OEM avaient quand même quelque chose d'intégré. Mais toutes les autres pièces sont quasiment toutes déléguées à des tier 1, aux gros équipementiers, à des Valeo, à des choses comme ça. Aujourd'hui, un constructeur serait incapable de concevoir un, un GPS, par exemple. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Renault l'a fait pendant quelques années. Au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'il était beaucoup moins performant que des gens qui faisaient que ça. Donc maintenant, on achète et on intègre.
Même chose pour les conduites autonomes, etc. Aujourd'hui, oui, ils drivent cette avancée technologique. Par contre, à travers des équipementiers, soit Valeo, soit d'autres, qui viennent leur proposer des solutions techniques diverses et variées pour les intégrer au sein de leur véhicule. Donc, c'est un peu une guerre entre les constructeurs pour savoir comment je peux bénéficier des avancées technologiques avant les autres. Est-ce que je peux bénéficier un peu euh, d'un laps de temps où je pourrais commercialiser ça sans qu'il y ait de concurrence? C'est de plus en plus dur. Alors aujourd'hui, la dichotomie, c'est que voilà, les achats ont créé des choses où on a voulu limiter le nombre d'équipementiers. Les équipementiers sont de plus en plus gros. Par contre, ils ont aussi le pouvoir aujourd'hui de dire, moi, je ne donne plus d'exclusivité. Je lance une innovation, soit vous la financez ou cofinancez, on fait de l'innovation d'avance de phase ensemble et vous avez un bénéfice. Si vous voulez juste à la fin acheter une exclusivité, c'est pas possible. Vous ne l'aurez pas. Elle sera pour tout le monde. Donc après, il y a des choses comme ça qui sont assez. Moi, j'ai vu des choses dans un groupe où j'étais dans le passé où voilà, on a révolutionné une technologie sur les produits de clim et il y avait le choix chez les constructeurs, soit vous preniez ce produit-là qui coûtait à peu près 10 fois plus cher en prix de marché par rapport à l'ancienne génération, mais qui vous limitait à quelques euros de modification sur vos systèmes de clim. Soit vous partiez sur un autre produit qui était déjà dans le marché, qui est beaucoup moins cher, mais par contre, vous aviez 300 à 400 euros de modification au prix de la clim par véhicule. Donc le choix était vite fait, et j'ai même vu une approche marketing où l'usine pour fabriquer ce produit-là a été payée en cash in advance par les constructeurs sur des engagements à acheter le produit au moment où la réglementation se mettait en place pour pouvoir acheter le produit et avoir des volumes garantis. Ils ont payé en avance. En fait, ils ont financé l'investissement nécessaire pour fabriquer le produit. Et l'usine a été mise où? L'usine a été mise en Chine à l'époque. Hein. Pour revenir sur la question de prix, justement, on a une petite question de Philippe concernant l'impact en fait du prix élevé du fret sur les lieux de fabrication et l'exportation des véhicules. Est-ce que vous Ouais, voyez un impact? je vais y venir après j'ai d'autres transparents, la fin de présentation là-dessus. Je vais finir sur la partie de supply chain, oui, pour résumer un petit peu en fait, le puzzle qui a été monté sur la logistique européenne, ou enfin globale, hein, des constructeurs aujourd'hui, où on a toujours sur des stratégies d'achat qui a toujours été sur maximiser les quantités, réduire le prix. On est allé dans les pays à bas coût, dans les endroits où c'était moins cher, là où il y avait du volume à faire, donc principalement en Asie aujourd'hui. Euh, et on verra un peu plus tard sur la présentation que beaucoup de ces équipementiers ou des tiers 3 ou 4 ou 5 se retrouvent en fait en Asie et posent beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la filière automobile. J'ai une question également de Louis qui me demande où se trouve Westlake sur le graphique. Aujourd'hui, moi je suis dans une société on fabrique du PVC, donc du plastique à la base, hein, du PVC qu'on peut faire en rigide ou en souple pour l'automobile. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans la partie en fait fournisseur de matières premières. Donc tout à fait à gauche, au bout de la chaîne. Donc aujourd'hui, nous on est de plein fouet sur des choses où les gens vous annulent les programmes du jour au lendemain, vous dites je vais en acheter 50 tonnes le mois prochain et je recule tout de 3 mois. Des gens qui vous appellent, j'ai trop acheté, est-ce que vous pouvez reprendre la marchandise que vous m'avez livrée? Il y a des actualités qui sont assez intéressantes en ce moment et qu'on n'a jamais vues. Et puis dans une tendance où aujourd'hui on a une crise de matières premières où les prix, j'ai jamais vu en 25 ans flamber les prix comme ça au niveau des matières et une résilience au marché à accepter ces hausses de prix. C'est plus important que 2008. Ah, c'est sans commune mesure. 2008, on était entre guillemets entre 20 et 30% d'augmentation des tarifs quand on fournissait des matières ou des produits chimiques aux clients automobiles. Là, on est sur des choses entre 80 et 150% d'augmentation en 9 mois. À prendre ou à laisser. De toute façon, on n'a pas le choix non plus sur la fournisseur de nos matières premières.
On est quasiment sous allocation. On doit avoir en permanence 30 ou 40 forces majeures ouvertes sur les fournisseurs de matières, enfin, de nos matières à nous pour faire nos produits finis. C'est tous les jours on entend une nouvelle. Aujourd'hui, la force majeure est un peu l'assurance touriste, c'est la carte, la carte véhicule prioritaire du 1000 bornes en fait. Quand je ne sais plus fournir, je me mets en force majeure. Et je n'ai plus besoin de subvenir ou de répondre au contrat que j'ai signé. Donc un petit exemple pour vous montrer, alors j'ai pas trouvé de graphique sur la partie automobile, mais on va retrouver la même chose sur la fabrication d'un iPhone. Je sais pas si les gens se rendent compte aujourd'hui. Et on a à peu près le même schéma sur l'automobile. Si on prend, voilà, l'iPhone, il va être désigné, on va le designer, on va le mettre au point en disant voilà, Cupertino, on va dire aux États-Unis, je fais mon iPhone. Après, d'où viennent les composants d'un iPhone? On va avoir l'Amérique du Sud pour tout ce qui va être micro-composants, etc. Donc là, on a des fournisseurs qui sont même pas les fournisseurs directs d'Apple, mais les fournisseurs des fournisseurs sur des matières qui vont aller sur des composants, qui vont faire des contacteurs électroniques, etc. On est pareil sur la partie Afrique avec le cobalt, etc. On a des circuits, des petits composants qui viennent d'Europe là-dedans. On voyait les tailles des bulles, c'est quand même très peu. Il y en a un peu partout quand même, mais pas tant que ça. Mais par contre, quand il manque un composant, votre iPhone il marche plus. Donc voilà, s'il manque un fil, s'il manque un contacteur, ça marche pas. Donc il faut que toute cette chaîne-là en fait se mette en ordre. Puis après, on voit des choses qui viennent du Japon, sur des écrans, sur les glaces, des choses comme ça. On va avoir des choses qui viennent. Il y en a beaucoup de choses qui sont faites en Chine, et puis les pays voisins qui font différents types de choses. Et on a à peu près la même photo aujourd'hui sur l'automobile. Si on se projette dans le futur de l'automobile où on parle de véhicules électriques, de nouvelles technologies propres, puis moteur à explosion, si vous prenez une batterie, l'exemple de Tesla tout à l'heure formulé, voilà, on design ça aux États-Unis. D'où viennent les métaux, d'où viennent les choses? D'autres pays. Il faut assembler la batterie, il faut faire les composants. On assemble des choses un peu partout et on ramène ça aux États-Unis pour la fabriquer ou on ramène ça en Chine ou dans d'autres pays. Voilà. Donc on a cette nébuleuse où chaque pièce du puzzle, mais quelle que soit sa taille, a quand même une importance capitale à la fin. Donc on a assisté dans cette supply chain à une délocalisation des fabrications des pièces et composants dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc c'est parti en Asie, c'est parti en Chine, en Europe de l'Est, en Afrique pour certaines choses. Et on a des zones qui sont spécialisées un peu dans différentes choses. Si on prend toutes les fils, les contacts électriques, bon, c'est lourd, etc. Mais il y a beaucoup de choses où on va fabriquer les câbles un peu partout sur la planète. Par contre, on va les assembler principalement en Tunisie, en tout ce qui est Middle East, Africa pour la partie main-d'œuvre, pour envoyer les faisceaux chez les constructeurs, que les usines soient européennes, Afrique du Nord, ou même les faisceaux, on les renvoie en Chine pour certains véhicules aussi. Voilà, donc on a des spécialisations, on a des zones de pièces, on va dire toutes les petites pièces automobiles, des agrafes, des choses comme ça. Ça, c'est fait quasiment exclusivement en Asie. Alors, vous allez dire, ouais, c'est pas grave, une petite pièce, oui, mais en fait, on n'a plus la technologie pour les faire, on ne sait plus les faire en Europe. On n'a plus la supply chain n'existe plus. Donc cette partie-là, cette petite vis, etc., cet écrou, cette agrafe, elle est faite en Chine. Et puis aujourd'hui, quand vous n'avez plus de bateau pour la ramener, il n'y a plus d'agrafe. Donc en fait, vous ne savez plus monter votre voiture. Soit vous avez épuisé vos stocks dans la supply chain. Voilà, je ne sais pas faire. Donc je peux monter quelques voitures ou prémonter. Si c'est pas trop grave, je les monte après et je les vends dans le réseau. Mais quand ça commence à s'empiler sur les parkings, je ne sais pas si quelques-uns de vous sont passés pas très loin des sites automobiles. Les parkings sont pleins, c'est paradoxal. Vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, on vous dit votre voiture, vous l'aurez dans 9 mois. Pourquoi? Je comprends pas. Je croyais que non, il y a pas de, les voitures sortent pas des usines aujourd'hui. On ne sait plus fabriquer les voitures ou dans des niveaux qui sont très faibles. J'ai l'exemple, on vend directement sur Volkswagen. Aujourd'hui, Volkswagen a travaillé sur les 15 premiers jours d'octobre. Sur Wolfsburg, la Golf a tourné une journée en 3/8. Le reste du temps, chômage partiel pour les gens. Ils ont tourné sur d'autres voitures, mais la Golf a tourné une journée en 3/8. Qu'en est-il des garanties? Qu'en est-il des garanties? garanties? En cas de défaillance de pièces ou
Aujourd'hui, on est passé dans une et Sylvain posait la question par rapport à la crise de 2008 ou 2009. On avait les constructeurs qui vous poussaient à remplir vos contrats, etc. Aujourd'hui, soit vous mettez en force majeure pour surtout pas les remplir. Il y a les équipementiers qui dénoncent systématiquement juridiquement toutes les forces majeures qu'ils ont de leurs fournisseurs au niveau des tribunaux. Une manière aussi de voir les choses. C'est pas forcément du partenariat, mais bon, c'est comme ça. Ou sinon, vous essayez de trouver des solutions. Donc c'est compliqué, mais aujourd'hui, les garanties, en fait, elles sautent au fur et à mesure. Il n'y a plus de garantie de nulle part. Le constructeur s'engage plus sur les volumes. Il s'est rarement engagé sur les volumes dans le passé, mais c'est encore moins vrai aujourd'hui. Vous engagez plus sur les prix, c'est-à-dire que les contrats qui ont été signés, les choses comme ça, on est passé pour vous illustrer, par rapport à 2008, on a révisé des prix, etc. Là, on est passé des modes de révision qui pouvaient être trimestriels, semestriels ou annuels sur des négociations de prix avec les constructeurs à des prix mensuels. Et vous avez des gens qui vous passent, nous, on a des gens qui nous passent les commandes pour le mois d'après, ils savent pas quel prix ils vont payer. Vous leur envoyez les prix, je vais leur envoyer les prix demain ou après-demain, là, sur certains clients, et qui ont déjà passé des commandes pour le mois prochain. Et ils découvrent l'ampleur de la hausse. Et est-ce que tu vois chez les constructeurs, chez les OEM et les Tier 1, des clauses de retour à la dépendance, c'est-à-dire qu'ils loquent tout ce qui est contrat pour la relocalisation ou assurer leur chaîne d'approvisionnement? C'est compliqué. Moi, j'ai des commandes, par exemple, des clients, on travaille avec des gros équipementiers aussi de Tier 1, où les gens vous disent, mais on pourrait passer à des commandes fermes sur une semaine et puis tout le reste, c'est en prévisionnel. Alors, dans les faits, aujourd'hui, on le fait, on s'adapte. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un mode de fonctionnement dans l'automobile où il y a les gens de chez Renault, les ouvriers de certaines usines de Renault, vous avez un numéro vert et ils appellent 48 heures à l'avance pour savoir s'ils travaillent 48 heures après. C'est jamais vu dans l'automobile où, en général, le jeudi, vous avez le programme de ferme de la semaine prochaine en toute fabrication des voitures. C'est un peu comme fonctionne la supply chain automobile. Je fiche la semaine précédente, milieu de la semaine précédente, je fiche le film de fabrication de la semaine d'après, sauf événement vraiment particulier, ça reste ferme. J'ai 15 jours ou 3 semaines de ferme données à mes équipementiers et derrière, c'est de la forecast. Et je prévois mes équipes, etc., pour un nombre de voitures à fabriquer. Donc ces forecasts, elles bougent un petit peu, mais globalement, elles sont relativement fiables. Aujourd'hui, on est passé dans quelque chose de complètement délirant, qui est complètement de l'autre côté. On verra pourquoi les causes aujourd'hui de ce dysfonctionnement, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très particulier et de jamais vécu. Donc on peut s'adapter, on enlève des trucs, on a du stock. La fin d'année arrive, donc personne veut de stock chez lui, là. Quand les livraisons vont commencer à arriver, comment va se reprendre l'industrie? Ça va être très, très compliqué. Comme la question posée, moi je suis au niveau de la chaîne aujourd'hui, fabrication de matière. Quand vous avez mis tous les intermédiaires, le donneur d'ordre dit je veux ça, mais je veux ça pour dans une semaine ou dans 15 jours, mais moi je veux ça une semaine avant. Le dernier, grosso modo, quand on vous passe la commande, il faudra avoir livré la semaine d'avant, quoi. C'est presque ça, c'est une ineptie, mais c'est presque la réalité des choses. On vous demande aujourd'hui de réagir dans des temps qui sont pas possibles. Donc ça va bloquer. La reprise va être compliquée dans l'automobile. Ça va prendre du temps. Au-delà de la crise des semi-conducteurs, la remise à plat et en route de l'ensemble de la supply chain mondiale qui sert cette industrie va être compliquée et risque de prendre plus d'1 an. Donc on va encore attendre, pour ceux qui veulent des voitures, on va encore attendre les voitures un petit moment, je pense. Je vois que j'ai une question. Est-ce que les marques luxueuses Ferrari ont aussi recours à de telles délocalisations des processus de production? Non, Ferrari, c'est toujours Maranello, il n'y a toujours qu'une seule usine. Et on est sur un produit de luxe, donc il n'y a pas franchement de besoin de le faire, il n'y a pas de question de prix. Il y a eu là aussi un petit peu de standardisation où Ferrari a utilisé aussi quelques composants standards du groupe Fiat, mais pas tant que ça en fait sur des choses simples. Le reste, on est dans un marché de niche de luxe et un produit de luxe où, entre guillemets, le coût un peu importe par rapport au prix que le client est prêt à payer. Il y a beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, on verra que si on prend une marque comme Tesla aujourd'hui, c'est un peu la même approche. On n'est plus forcément dans un monde classique automobile par rapport au pricing, par rapport voilà, on verra un peu plus tard
Et après, oui, bon, la salle. Alors, j'ai une nouvelle question. Doit-on s'attendre à des faillites de fournisseurs avec une répartition au aftermarket trop tournée vers le haut? Euh, Aujourd'hui, oui, c'est. Alors, JS ou Jean-Henri, je sais pas. J'ai pas, Schwartz qui posait la question. Donc, si un équipementier aujourd'hui est uniquement dépendant de la première montre, ça va être très compliqué à court terme. Il va y avoir des problèmes de cash. Moi, j'en discute avec quelques clients aujourd'hui qui ont du cash. Paradoxalement, il y a quelques gros équipementiers qui ont sorti des résultats au premier semestre, comme ils n'ont jamais sorti ces 15 dernières années. C'est impressionnant, mais ils sont sortis des résultats en milliards d'euros de résultats sur 6 mois. C'est pas mal. Donc, il y en a qui ont de l'argent pour acheter ceux qui seront en défaillance et qui auront mal géré cette crise. Mais aujourd'hui, ils ont un pricing power vis-à-vis des OM, vis-à-vis des constructeurs. Aujourd'hui, un équipementier sait passer ses hausses de prix. En tout cas, la plupart des tier one. Ceux qui vont pas être capables de les avoir passés là vont disparaître ou vont se faire racheter, ou vont éclater en petits morceaux et racheter par différents équipementiers. Après, l'aftermarket, Michelin, je crois, a déclaré aujourd'hui, sauve ses résultats grâce au marché de la rechange et tout ce qu'on peut appeler aftermarket sur l'automatique, malgré qu'il ait 25 à 30% de baisse sur ses volumes de première montre. Mais Michelin a aussi également fortement monté ses prix. Il y a Antoine qui demandait quel équipementier en particulier. À quel point de vue, je ne sais pas s'il peut. Par rapport à quoi? Qu'il y a du cash ou qui va disparaître? Je ne sais pas. Mais on a d'autres remarques, je vais te les lire parce que toi, tu ne peux pas les lire. Voilà, il y a Martin qui a dit qu'il avait déjà vu 4 ans d'attente sur certains modèles. 4 ans d'attente, je trouve ça hallucinant. Il y a Véronique qui dit aussi que c'était pour cela que les ventes de voitures d'occasion explosaient. Ah bah oui, et que c'était idem pour les livraisons de tier 1, de tier 1 à des usines OEM fermées. Voilà. Oui, aujourd'hui, on a vu avec le Covid, on a déjà vu la première phase du Covid où on a vu les usines fermées pour des raisons d'hygiène sanitaire. Où les constructeurs, faut savoir qu'on est sur des usines. C'est pas simple gérer un processus Covid, une adaptation d'un lieu de travail Covid sur un site qui fait 10 à 12 000 personnes. C'est compliqué à mettre en place, sachant pas, les constructeurs ont préféré fermer. De toute façon, le réseau de vente était fermé. Donc, à un moment donné, quand vous vendez plus de voitures, c'est compliqué de continuer à les fabriquer. Donc voilà, on a mis tout le monde au chômage partiel, on a arrêté les sites, mais après, il a fallu les refaire démarrer. Et c'est compliqué de redémarrer des sites ou remettre des gens au travail quand ils dans les mesures de sécurité, avec les contraintes. Donc, les sites n'avaient plus de toute façon les mêmes capacités qu'avant le Covid. Ça, c'est clair. Un site qui avait 300 000 voitures de capacité, avec les premières directives Covid, etc., ils perdaient 20 à 30% au moins de capacité installée, systématiquement. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, les voitures sortaient plus. Quand on a pu racheter des voitures, les seules qui restaient disponibles, il y a eu un engouement du public ou une demande qui a fortement augmenté en disant je veux plus reprendre les transports en commun. Je préfère prendre ma voiture pour aller travailler, être dans ma bulle protégée plutôt qu'être au milieu de tout le monde avec ce virus qui circule. Donc, il y a eu un besoin, que ce soit en province ou même en région parisienne, des gens qui ont voulu racheter des voitures, sauf qu'il n'y en avait pas sur le parc de voitures neuves. Donc, les voitures, la remarque est judicieuse. Oui, les voitures d'occasion sont parties comme des petits pains. On a aussi une remarque de Nizar qui demande qu'en est-il des véhicules et constructeurs qui doivent être fournis en normes Euro 2, Euro 3. Donc, Euro 2, Euro 3, ce sont les normes anti-pollution qui ne sont plus en vigueur en Europe depuis 5 à 10 ans de mémoire, voire un peu plus. Oui, je crois qu'on est en Euro 5 ou Euro 6 maintenant, il me semble. 6B ou 7. Oui, je sais plus, mais ça. Donc, je sais pas. Enfin, je pense que ceux-là sont vendus ailleurs, en Europe, si tu veux. Après, c'est pas une question, la revente et l'occasion a pas les mêmes. La mise sur le marché d'un véhicule neuf a des règles et doit respecter une certaine réglementation. La revente et le rachat de véhicules en a une autre. Aujourd'hui, on peut acheter des véhicules d'occasion qui ne sont plus vendables entre guillemets en neuf. Et heureusement, sinon il y aurait plus de. Ça serait compliqué pour
pour l'achat de véhicules. D'accord. Et en particulier, il s'interroge sur la question des pays d'Afrique de l'Ouest. Bah, Mais dans souvent les véhicules, aujourd'hui, la pénurie de pièces et de composants, elle touche tous les constructeurs sur tous les types de véhicules. Donc, les véhicules oui. Euro 2 ou 3 sont plus préservés parce qu'ils sont moins technologiques, entre guillemets. Mais il y a un tel manque de composants que ça peut aussi impacter Oui. ça. Aujourd'hui, les constructeurs se limitent dans leur communication à dire on n'a pas les semi-conducteurs. Si c'était qu'une question de semi-conducteurs, je pense pas que Renault fabrique pas perdre 500 000 voitures sur 3 mois en fabrication. Toyota 1,5 million, je crois, à peu près, sur la plateforme Asie et Amérique du Nord. Enfin, c'est énorme. Enfin, les tendances c'est du jamais vu entre. Donc, il y a pas que les semi-conducteurs, parce que le Taïwanais est quand même capable de fabriquer des choses, est capable aussi d'imposer certains prix pour les fabriquer. Il n'y a pas de raison qu'ils fabriquent des composants pour l'automobile moins chers que pour Apple ou l'électronique. Donc ça, les constructeurs l'ont compris. Ils ont essayé de faire un bras de fer, ils l'ont perdu. Donc aujourd'hui, ils passent les commandes à prix fort, mais au-delà des commandes, entre guillemets, il faut que les pièces arrivent. Il faut qu'ils puissent les fabriquer. Et puis, il n'y a pas que les composants, il y a plein d'autres pièces. Parce que le point souvent, oui, seuls quelques assemblages finaux restent proches du site de montage. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous alliez dire à des Allemands qu'en fait leur BMW est équipé de verre qui n'est pas fabriqué en Europe. Personne ne le sait, mais aujourd'hui, quasiment l'un des seuls fournisseurs de verre pour BMW, c'est Fuyao, le glacier chinois, le vendeur enfin le fabricant de verre chinois, et qui a une taille mondiale aujourd'hui, qui est présent aux États-Unis, etc. Sauf qu'en Europe, il n'a pas de capacité de production de verre. Donc tout le verre fabriqué, monté sur les BMW aujourd'hui, même les séries 7 à Munich, viennent de Chine, sont assemblés, encapsulés, etc., montés en Europe, oui, sur des choses, mais la partie de cette partie-là vient de Chine. Donc quand on revient à la question, est-ce qu'aujourd'hui les gens ont conscience de savoir, oui, j'ai acheté une voiture fabriquée en France, en Allemagne? Non, je sais pas. Enfin, en tout cas, elle était montée peut-être là, mais l'origine des composants est aujourd'hui très difficile à tracer en fait. On a aussi dans cette supply chain la culture du juste à temps. Donc, on voit bien que quand on met un petit grain de sel, c'est compliqué. La juste à temps, ça veut dire on a limité les stocks au minimum, puisqu'on a optimisé cette supply chain quand tout marchait bien avant le Covid, c'était fantastique. On vous expliquait que c'était moins cher d'acheter des pièces en Chine plutôt que sur des équipementiers en Europe, parce que je les payais quelques centimes de moins et que ça n'avait pas de problème sur la supply chain, ça arrivait quand ils voulaient et je les avais la veille pour le lendemain presque. Donc il y a des gens qui faisaient un petit peu de stock intermédiaire, mais les bateaux marchaient bien, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est compliqué. On a également une culture sur les OEM d'un engagement de volume faible des donneurs d'ordre. Donc on veut plus, les constructeurs depuis des années n'ont pas voulu s'engager. La crise des semi-conducteurs, suite au Covid, les constructeurs ont dit je ne sais pas ce que je vais fabriquer comme voiture. Donc je me suis pas engagé sur des volumes et des commandes fermes auprès des fournisseurs d'électronique en Asie. Et puis entre-temps, avec le Covid, on a multiplié par 10 ou par 15 les besoins de composants électroniques pour tout ce qui est écran, informatique, multimédia, etc. Parce qu'on était tous à la maison, on voulait tous un écran. Les entreprises nous ont équipés d'un beau PC portable, d'un écran à la maison, etc. Super. Ça, c'est des composants électroniques. Donc les gens sautaient dessus, bien sûr, mais l'industrie automobile était prudente et du coup, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Vous n'avez pas commandé, donc vous avez commandé à hauteur faible, là, vous aurez ce que vous avez commandé. Même si la demande est plus forte aujourd'hui, vous n'aurez pas plus. Et puis, ça vient sur un historique d'une certaine arrogance des constructeurs où on a vu la première réaction de Volkswagen, par exemple, vis-à-vis du fabricant taïwanais, en disant je vais vous porter devant les tribunaux, c'est inadmissible, vous pouvez pas faire ça à Volkswagen, c'est moi, je m'appelle Volkswagen. Non, ça marche pas, ça marche plus. Dis-moi, vous appelez Volkswagen, moi je m'en fous, j'ai pas, mais pas passé de commande, vous n'avez pas voulu faire quoi que ce soit. Donc, quand vous passerez des commandes au prix on veut, on se met d'accord, vous aurez les pièces quand j'aurai la capacité de les produire. Et oui, du coup, Volkswagen est obligé de fermer son usine de Wolfsburg plusieurs jours par semaine, malheureusement. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'OCDE c'est dur de trouver des statistiques, mais presque 70% des échanges internationaux reposent sur des chaînes de valeur mondialisées. C'est-à-dire qu'en fait, tout est
tout est diversifié. C'est-à-dire que, OK, vous avez une production européenne, mais il y a toujours des composants qui viennent de l'autre bout de la planète. Il y a toujours des choses qui viennent de là. Aujourd'hui, vous voulez acheter des fenêtres en PVC. Enfin, on est capable de vous fournir la matière PVC pour faire les fenêtres aux gens en Europe. Par contre, vous n'aurez pas votre fenêtre parce qu'en fait, les pièces métalliques d'ouverture et de fermeture, elles sont fabriquées en Chine ou en Asie. Et aujourd'hui, elles n'arrivent pas. Donc, vous allez commander vos fenêtres. On va dire oui, vous les aurez dans un mois ou deux. Et puis, on vous rappellera en 3 semaines. On dira, vous aurez peut-être dans 3, 4 semaines. Ah, puis au fait, le prix, c'est plus ça, c'est ça. C'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est comme ça. Bon, donc, on a beaucoup de choses qui, tout s'est mondialisé. Alors, l'Europe a construit ça également de bonne volonté. Les constructeurs ont construit en disant, voilà, c'est pas un problème, on maîtrise, il y a des gens qui maîtrisent la supply chain et moi, je paye moins cher et je sors des bénéfices. Sans peut-être oublier quelque chose aujourd'hui, voilà, on peut avoir un petit grain de sable dans les rouages. Et quand on a un petit grain de sable dans les rouages, au bout d'un moment, bah, ça finit par plus marcher correctement et tout éclate. On finit en tête à queue, malheureusement. Donc aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, globalement, il n'y a pas que les composants électroniques. On doit dire que vous avez un graphique d'IHS qui montre un peu l'indice mondial des délais de livraison des directeurs d'achat par type de produit. Ça, c'était en septembre 2021. Donc, c'est assez récent. Donc, voilà, les plus rapides, on va dire que normalement, si vous êtes à 50, vous êtes plutôt bien. Donc, on voit que toute cette famille de pièces a dérivé complètement de l'autre côté. Dans les livraisons beaucoup plus lentes, on a les composants électroniques, on a les produits industriels, toutes les pièces automobiles, le bois, le papier, les produits chimiques, l'ensemble des produits manufacturés. On voit bien que c'est une crise qui est à la fois, et on n'est pas tous sortis à la même date du Covid. Aujourd'hui, il y a encore 3 semaines ou 4 semaines, c'était compliqué de fabriquer au Vietnam, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient fermées pour raisons sanitaires. En Inde, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est très, très problématique, ces choses qui viennent d'Inde. En Chine, ça va un peu mieux, mais de temps en temps, bah, pouf, le gouvernement chinois vous ferme quand même une ville avec 3-4 millions d'habitants parce qu'il y a 50 ou 100 cas de Covid. Donc tout le monde reste chez soi. Donc les entreprises arrêtent de fabriquer. Si vous rajoutez à ça le problème de matière, enfin d'énergie, disponibilité d'énergie en Chine, moi j'ai mes collègues chinois qui disent, bah voilà, je reçois un texto, demain, je dois arrêter sous 1 heure 25% de ma consommation électrique. Donc j'arrête 2 lignes. Et je leur pose la question, ils me disent, vous savez pour combien de temps? Bah, jusqu'à ce qu'on reçoit un texto en disant c'est OK. Il dit, mais si tu le fais pas, parce que c'est juste un texto, si tu le fais pas, au bout d'un moment, on appuie sur le bouton, on n'a plus d'électricité du tout. Donc au lieu d'arrêter 2 lignes, on arrête toutes les lignes. D'accord, donc on fait. Voilà, c'est aussi la force de la diplomatie chinoise, on va dire, si on peut l'exprimer ainsi. Mais voilà, les règles sont comme ça. Donc, et puis ça tourne. Donc vous ne tournez pas pendant 2 jours, 3 jours. On vous dit des fois une semaine à l'avance, vous allez te fermer 2 jours. C'est bien, vous pouvez planifier. Et puis ça tourne d'une industrie à l'autre pour que tout le monde puisse produire, en fonction des disponibilités d'énergie, d'électricité notamment. On a vu aussi des grosses perturbations sur la fermeture le port de Yantian en Chine a fermé pendant 14 jours. Ça a un impact à peu près, enfin pour donner une ordre de grandeur, voilà, ça veut dire 300 navires continuer leur trajet ou changer de destination. Et ça entraîne un blocage temporaire de conteneurs de l'ordre de 350 000 conteneurs. C'est assez énorme. Donc, on a à peu près 6 000 tonnes de produits jusqu'à 14 jours. On a 6 000 tonnes à peu près, si on donne un volume derrière, sur des 20 pieds. Si on prend 15 tonnes, on doit être entre 5 et 6 000 tonnes à peu près de marchandises, ce qui est assez énorme. Et juste pour 14 jours de fermeture d'import dans le monde. Ça veut dire que les bateaux sont pas partis parce que c'était fermé, ils sont partis ailleurs. Les conteneurs sont plus au bon endroit. Vous avez plus de conteneurs à un endroit où vous devez charger et puis ils sont ailleurs. Il y a eu aussi des arrêts de navires pendant la crise du Covid, donc il y a moins de capacité de transport qu'il y en avait avant le Covid. Et puis si vous voulez des nouveaux conteneurs, aujourd'hui, il faut les fabriquer en Chine parce que ceux qui les fabriquent. Par contre, ils n'ont pas la matière première, il n'y a pas assez d'acier, il n'y a pas d'énergie. Donc ça prend du temps à avoir des nouveaux conteneurs en plus. Donc c'est pareil aux États-Unis où aujourd'hui on a les ports de Los Angeles et de Long Beach qui représentent à peu près 40% des importations américaines, où vous avez entre 50 et 80 navires qui sont en attente en permanence au large parce qu'ils peuvent pas accoster, le port est saturé. Donc tout ça, ça a des grosses perturbations sur
sur la partie supply chain et tout ce qu'on peut avoir au niveau mondial. Hein. Si les containers sont pas déchargés aux États-Unis, ils reviennent pas en Chine, vous pouvez pas renvoyer les produits qui sont produits. Si vous êtes arrivé à les produire, vous ne retournent pas en Asie pour amener les composants électroniques. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun délai, c'est-à-dire que vous payez un transport, vous dites voilà, il va arriver dans 4 semaines en Chine, il arrive 5-6 semaines plus tard, c'est pas grave. Est-ce que je peux me faire rembourser? Non. Vous avez de la chance qu'on vous demande pas plus d'argent parce qu'on a immobilisé les conteneurs de 15 jours de plus d'ailleurs. Ah pardon, excusez-moi d'avoir posé la question. Voilà, c'est un peu aujourd'hui le mode du transport. Bon, je parle assez crûment et direct, mais c'est un peu la manière dont on vous le fait penser. De toute façon, le transport aujourd'hui, c'est assez capitalistique. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs au niveau mondial sur le transport maritime. Même si ça représente beaucoup de transport de marchandises, c'est pas un marché très 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 concurrentiel au niveau des acteurs. Bon, puis on a encore un dernier phénomène sur l'appareil productif chinois qui a bien rebondi après la première vague, mais les récentes vagues de Covid, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut fermer des usines pendant une semaine ou 15 jours parce que il y a un cas de Covid voilà, on referme, on recantonne Wuhan, on recantonne une autre ville ou Chongqing et hop, et toute l'industrie est fermée pendant une semaine ou 15 jours. Donc aujourd'hui, si on regarde un petit peu les raisons de la pénurie, puisque si on regarde les statistiques présentées par les journalistes, on dit les ventes ont baissé au mois de juin, au mois d'août, au mois de septembre, ça a baissé 30% par rapport à la dernière. C'est pas que c'est pas que la demande a baissé, c'est que la livraison des voitures a baissé. C'est qu'on n'arrive pas à fabriquer ce que les gens ont commandé. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui. Donc les gens constataient, oui, si vous allez l'autre jour, j'étais faire l'entretien chez Renault d'une voiture et il y avait quelqu'un qui a appelé en disant ouais, je voudrais une Dacia. Ah bah monsieur, aujourd'hui vous êtes à 5 mois de délai pour avoir une Dacia. Pour avoir une Sandero, c'est 5 mois de délai aujourd'hui. C'est pas la voiture la plus fournie en électronique, etc. Mais il faut bien. Donc ça veut dire qu'il y a plus de voitures en stock ou très peu. Il y en a pas, ou alors celles qui sont pas tout à fait finement montées, qui sont dans les stocks, elles sont déjà réservées, elles sont déjà vendues. Donc vous êtes sur un carnet de commandes aujourd'hui qui est assez conséquent chez les constructeurs, mais on ne sait pas le fabriquer. Donc la demande a repris plus fortement que prévu. Donc ça, on l'avait pas anticipé après le Covid. L'offre n'arrive pas à répondre à la demande. C'est compliqué de redémarrer des usines, c'est compliqué de faire des choses. Il y a des fois des décisions stratégiques qui ont été prises en même temps en disant marché là, je sais pas si vraiment on va continuer. Donc en même temps, on enlève une capacité où on a décidé de faire des maintenances qui durent des fois dans la chimie, par exemple, 3 à 4 mois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de capacité pendant 3 à 4 mois. Et puis du coup, la demande est là et finalement, on ne sait pas y répondre avec les capacités qui restent disponibles. Donc le fret maritime, qui représente à peu près 90% des marchandises échangées, aujourd'hui est beaucoup plus cher. Au-delà des coûts, aujourd'hui, les gens sont prêts à les payer, même si, on va dire, dans le sens Europe-Chine, ça va encore à peu près, ça a été multiplié par 3. Dans l'autre sens, vous pouvez lire assez fréquemment, voilà, des transports qui valaient entre 3 000 et 4 000 euros le container. Aujourd'hui, on est entre 15 et 19 000 euros le container. Donc, ça a été multiplié par beaucoup pour des raisons de non-disponibilité des conteneurs et des bateaux. Pour sans compter ceux qui s'amusent à faire des tours dans le canal de Suez au passage, des demi-tours. Ça bloque un peu la supply chain en plus. Mais bon, ça n'a fait que perturber encore un peu plus qu'il était déjà mal engagé. Les grands ports sont engorgés aujourd'hui et les petits ports il y a des problèmes de main-d'œuvre, on n'a pas assez de gens pour travailler. Il y a des restrictions aussi liées au Covid dans la plupart des ports mondiaux. Les gens ont tendance à l'oublier, mais les dockers sont soumis aux mêmes règles que la plupart des pays. Et donc en Chine, aujourd'hui, pour décharger, je crois, un bateau en Chine, là où ça prenait, on va dire une journée, ça prend 20% de plus de temps aujourd'hui pour décharger les bateaux. Donc c'est une des raisons aussi de l'engorgement des ports et des capacités. Puis on trouve pas les personnes aussi pour travailler, ce qui est assez paradoxal parfois dans certains pays, mais c'est comme ça. C'est la dure réalité des choses. Parce que la pandémie entrave toujours la production en Asie, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Il y a encore des pays où on ne peut pas produire aujourd'hui, où les gens reviennent juste au travail.
Et puis on entend encore des choses où en Russie ça repart. On va également on va demander aux gens de rester chez eux. En Chine, on a contingenté, on a fermé, je crois, une zone de 4 ou 5 millions d'habitants, une ville. Donc voilà, au cas par cas, ça va encore poser des problèmes. Et l'Angleterre qui se pose aussi des questions. Donc on voit bien que on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie. Mais bon, faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce que le prix des matières premières s'envole. Je crois que Sylvain, tu posais la question, les ampleurs. Voilà, l'acier était à 500 € en début d'année, il est à 1900 € la tonne. Ça donne une idée de l'ampleur de cuivre, pareil, qui était à 4600 € et qui est à 9600 € la tonne. Et sur les polymères, on est sur la même chose, on est entre 100 et 150 € 150% d'augmentation. Et puis on a encore une chose qui n'est pas encore tout à fait dans le pricing aujourd'hui et qui commence à arriver de manière très forte de l'ensemble de la chaîne. Il y a des gens qui fabriquent les premiers composants sans le prix de l'énergie aujourd'hui, qui s'envolent partout. Enfin, vous le constatez quand vous devez faire le plein, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir une voiture, qui bouge, ou même sur l'ensemble des choses. Enfin voilà, le chauffage, parce que l'hiver va arriver, vous allez voir la facture. Ça va pas être triste. Et c'est pas triste pour les entreprises où on voit des choses, des factures d'électricité ou de gaz, ou avec 20 ou 30% sur le prix du kilowattheure ou du mètre cube de gaz qui va passer en augmentation sur les professionnels. Donc il va falloir que ça soit répercuté dans les prix. Les entreprises n'ont pas forcément le niveau de marge suffisant aujourd'hui pour dire j'encaisse ce surcoût momentané, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi je vois oui. Juste Hervé, je voulais te signaler qu'il était 20h, juste pour que tu sois conscient du temps. Voilà. Ok. Je vais essayer d'aller un peu plus vite alors. Et puis parce que la logistique des chaînes de production actuelles est vulnérable, on voit ce qu'on a bien vu au départ. Donc voilà, ce qu'on peut conclure, c'est que la stratégie de concentration des productions qui a été mise par le passé a permis de grandes économies d'échelle, mais en mettant tous les œufs dans le même panier aujourd'hui, on a accru notre vulnérabilité à soit un virus, soit un dysfonctionnement autre qui pourrait être. Aujourd'hui c'est un virus, demain ça pourrait être autre chose. Donc l'automobile après Covid, c'est quoi? C'est une inflation des prix historiques, enfin, en tout cas sur les composants, les matières, qui va être reportée sur les prix. Et je crois que vous pouvez voir les prix des voitures est de plus en plus cher. Modèle de supply chain modal, je pense qu'il y a à revoir, des ruptures d'approvisionnement croissantes, des surcoûts d'approvisionnement croissants. On a jusqu'à x10 sur certains transports. Si on cumule ça à une demande incertaine, en termes de volume, aujourd'hui, demander à un constructeur ce qu'il va pouvoir vendre l'année prochaine, c'est encore compliqué, même s'ils ont un carnet de commandes à 3 mois qui est rempli complètement, 3 à 4 mois, mais après, c'est compliqué de savoir si ça va perdurer, si la demande va être là. Et puis, quel type de voiture? Aujourd'hui, on est dans un flou, c'est quoi la technologie, puisqu'il y a l'environnement qui arrive, il y a les régulations qui arrivent. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent dans la voiture et qui vont changer l'approche qu'on a de la voiture. Aujourd'hui, il y a un nouveau monde qui est arrivé. Quand on voit on a une nouvelle répartition des cartes, les constructeurs traditionnels versus les nouveaux constructeurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces marques-là, peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui sont connus, oui. Si on fait la même photo, je vous ai juste mis là sur le slide la capitalisation, et encore qui est périmée parce que Tesla a dépassé les 1000 milliards de dollars en début de semaine. Voilà, Elon Musk a gagné 26 milliards de plus. Mais Tesla, lui tout seul, pèse plus lourd que les 12 premiers constructeurs automobiles, avec à peine 1 million de voitures fabriquées. Donc on voit qu'on est dans un changement de business model, on est dans un changement d'approche de marché. Tesla est arrivé, tous les constructeurs rayonnaient Tesla en disant, de toute façon, il veut faire des voitures, c'est bien, mais le niveau de qualité, il ne saura jamais faire. Elon Musk est arrivé avec une approche différente sur Tesla en disant, moi, je vais faire une voiture un peu comme un iPhone, où les gens sont, voilà, une voiture électrique avec une autonomie facile à servir et qui rend service aux gens. Si possible autonome, etc. Bon, on verra ça sera encore dans le futur. Mais je sais pas produire, donc je mets les moyens, quoi. Je sais pas faire, donc j'achète une usine. L'usine, j'achète une ancienne usine Toyota. J'ai besoin d'hommes, je vais chercher le responsable de production de chez Ford ou chez Volvo qui va mettre ça en place. Voilà, c'est l'approche de la Silicon Valley où je suis plus dans
je cherche le meilleur rapport coût, performance de la personne, etc. Là, j'achète les compétences. Je les paye au prix où il veut être payé, mais je prends une compétence qui va me rendre le service et qui va me permettre de se situer sur le marché. C'est un peu l'approche différente des choses. Et on regarde, vous avez mis en 2001 la valorisation des mêmes sociétés automobiles. Toyota est toujours là, ils sont passés deuxième. Hein. On voit qu'ils ont doublé de valorisation. Ils ont aussi pas mal augmenté leur. Mais bon, Tesla était pas là, par exemple. Si on prend toute la clique derrière de constructeurs chinois, voilà, en quatrième et cinquième position, vous avez des constructeurs chinois qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc on voit bien que le monde change. On a une vision parfois, nous, européenne, du monde de l'automobile. On est encore sur le moteur à explosion avec un peu d'électricité. La Chine a cette capacité, à travers les plans triennaux ou quinquennaux de la Chine, à changer des habitudes de consommation ou de diriger des marchés. En 5 ans, vous changez complètement le mode de consommation. Il n'y a plus de deux roues moteur à explosion en Chine, dans les grandes villes. Depuis les JO, vous allez à Pékin, vous allez à Shanghai, c'est Beijing ou Shanghai, c'est que des motos électriques, que des deux roues électriques. C'est impressionnant, hein, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes choses. Moi, je m'étais posé la question quand on avait fait notre business trip du MBA en Chine, pourquoi on n'achèterait pas des deux roues là-bas, qui étaient vendus 300 € pour les revendre en France ou en Europe. On va gagner de l'argent puisque tout est vendu 4 à 5 000 €. On peut pas parce que c'est pas les mêmes batteries, c'est au plomb, c'est des choses comme ça. Il y a plein de petits trucs qu'on peut pas revendre en France. Donc c'est un peu compliqué. Puis vous voyez quand même les Chinois en fin de journée qui sont en train de pousser leurs deux roues parce qu'il y a plus il y a plus d'énergie dans la batterie. Il reste les pédales, ils ont laissé les pédales quand même. Alors on va avoir aussi des nouveaux usages et une nouvelle mobilité. Aujourd'hui, voilà, vous avez l'autopartage, le covoiturage, plus de problématique de la propriété. Bon, on passe de la propriété à l'usage. La e-mobilité. Je veux une voiture disponible, e-partage. Je prends mon smartphone, je déverrouille la porte, je monte dedans, je l'utilise pour ce que j'ai à faire. Je la laisse là où elle est et quelqu'un d'autre la prend derrière. C'est assez nouveau dans l'automobile. Mais ça va arriver et ça arrive fort. Je pense qu'il y a des constructeurs qui croient beaucoup en ça et qui ont investi beaucoup dans ça. Nos constructeurs français ont créé des business units dédiés à ce business-là. Et mais ça veut dire que c'est une réflexion également sur la conception de la voiture. Qu'est-ce que j'en entends? J'ai une autopartage. Est-ce qu'il faut que je mette les mêmes pièces? Est-ce qu'il faut que je mette un peu de parfum ou est-ce qu'il faut que je mette des choses qui sont jolies ou qui sont résistantes? Parce que l'autopartage, ça vous appartient pas, donc les gens ne le respectent pas. Donc les premières choses, on voit qu'une voiture traditionnelle aujourd'hui pose des soucis de rentabilité à exploiter le business model. Il va falloir aller sur des réflexions un peu plus profondes sur l'approche et la conception de la voiture. Voilà, les changements entre la mobilité, l'écologie, et puis une remise en cause des modèles actuels qui est complète et à mettre en place. Voilà, j'ai essayé de prendre un peu les grands axes. C'est peut-être, ça paraît peut-être un peu brouillon, je sais pas, s'il y a des questions ou des. Alexandra, est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout le monde est allé Non, à l'apéritif? je n'en vois pas. Il y avait juste une remarque à un moment donné de Véronique qui disait il faut aussi limiter à ce sujet la dépendance, une nouvelle usine en Suède. Enfin voilà, les soucis de dépendance aux autres pays, etc. Ouais, on est sur souvent de l'effet d'annonce quand tu regardes les masses. Oui, je suis d'accord, il y a toujours des petits trucs. Oui, Renault garde Flin, fait du recyclage, on va faire des batteries. Les faits, c'est qu'il y avait 15 000 personnes à Flin, il y a encore 12 000 personnes à Flin, il y en aura 5 ou 6 000 dans 5 ans. Donc on voit bien que l'employabilité ou la création de valeur n'est plus la même, la fabrication n'est plus la même, elle s'est délocalisée un peu dans d'autres sites. Il reste mais ce qui est une bonne nouvelle, hein, qu'on se voit pas chaque annonce où on annonce voilà, on a malheureusement raté l'usine de Tesla en France. Je pense que les Allemands ont donné c'est les Allemands et Berlin ont donné plus de subventions qu'ils pouvaient en trouver dans certaines régions de France. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été
une bonne chose pour l'économie française d'avoir une usine comme ça en France, entre une gigafactory plus une production d'assemblage. Ça permettait de mettre des choses un peu en perspective dans le domaine de la voiture électrique. Et on voit aujourd'hui. Non, vas-y. Mais vas-y. Non, on voit aujourd'hui, enfin voilà, l'approche de Tesla qui est capable de vendre des voitures à 40 ou plus, enfin un prix de base entre 35 000 euros et jusqu'à plus de 120 ou 130 000 euros pièce. C'est assez unique dans l'automobile. Aujourd'hui, on est sur un business model Alors, c'est pas un constructeur comme les autres et je pense pas qu'il devienne un constructeur comme les autres. Et parce qu'aujourd'hui, c'est le seul capable de prévendre des voitures. Que ce soit un Renault, un Mercedes, que ce soit un BMW, vous dites je vais sortir une voiture, vous l'avez jamais vu rouler, vous l'avez pas vu en showroom, et vous en vendez 15 000 en prévente. Les gens vous font un chèque de 1 500 ou 3 000 $ pour préacheter votre voiture. C'est du jamais vu dans l'automobile. On est sur le business model de l'iPhone. Et les gens, on est sur des geeks. Enfin, c'est plus la voiture est à la fois ludique et une micro-environnement et une fidélisation de la clientèle qui n'existe pas sur d'autres phénomènes. Il y a une question de Kevin qui demande est-ce que les objectifs de CAP 50 vont s'orienter sur une relocalisation de la supply chain globale? La COP 50 ou CAP 50. Ah, CAP 50. CAP. Ouais. Je sais pas. Après, honnêtement, je sais pas. Moi, je suis un peu comme Saint Thomas. Je crois que ce que je vois, ça fait 30 ans que je suis dans l'automobile bientôt et je vois les choses. On a promis mon émerveil sur des choses. Et il y a deux choses qui marchent dans ce métier. C'est l'innovation technologique qui apporte un gain économique. On la met sur le marché ou une obligation réglementaire. Sinon, la course au profit, la course à la marge est toujours de mise. Soit vous avez un gain, soit vous avez une obligation. Sinon, l'innovation, elle n'est pas mise dans l'automobile. On attend que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, pour voir si ça fonctionne. Mais je prends pas le risque. C'est assez court-termiste, c'est assez voilà, il y a des choses et il y a beaucoup de communication autour, mais quand on regarde les fonds, même les usines ou les dernières usines investies, on vous dit voilà, c'est ça, c'est ci. Moi, j'ai vu les usines investies en Afrique du Nord. Dans certains constructeurs, ils n'auraient pas pu faire ça en Europe. Ça leur a coûté quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires. Et après, vous communiquez sur une usine soi-disant énergie positive, etc. Je demande à voir. Alors, pour ne pas oublier certains commentaires qui commencent à être un peu noyés dans les autres messages, je préfère te les lire maintenant et vous les lire en fait. Getaround, qui est ex-Drivey, est justement basé sur l'autopartage pour information si jamais vous souhaitez rentabiliser votre véhicule. Donc ça, c'est Coculan qui partage cette information avec nous. D'accord. Et puis, il y a Pierre qui disait comment Apple a gagné le bras de fer avec les producteurs de microconducteurs et pourquoi les constructeurs automobiles n'y sont pas arrivés. Je répète parce que je suis en train Comment de dire. ça se fait que Apple, lui, a pu gagner en fait la bataille sur tout ce qui était avec les producteurs de microconducteurs, mais en fait pas pour les constructeurs automobiles? Apple n'a pas tout à fait gagné puisque je crois qu'il y a 15 jours, Apple a dit qu'il ne vendrait pas 90 millions d'iPhone comme prévu, de l'iPhone 13 avant la fin de l'année, parce qu'il n'aurait pas assez de composants. Donc il a gagné en partie, il en vendra peut-être que 80 millions, pauvre Apple. Mais non, enfin pourquoi? Parce que déjà les prix, l'arrogance des constructeurs automobiles en pleine crise se dit moi je m'engage sur aucun volume, j'expose pas la société. L'automobile, c'est une culture aujourd'hui dans les rapports entre les équipementiers. On est sur du contractuel permanent. Liability. Donc, on a de plus en plus de juridiques qui régissent les relations entre tout le monde. Et aujourd'hui, plus personne veut s'engager. J'expose plus l'entreprise, entre guillemets. Donc, il n'y a plus d'engagement. Il n'y a pas eu d'engagement sur les volumes. Donc, le fabricant de semi-conducteurs s'est orienté sur d'autres marchés qui étaient dynamiques. Et Apple, je pense, payer un peu plus cher unitairement sur une chip équivalente qu'il va mettre dans son iPhone par rapport à ce que voudrait payer un constructeur automobile. Et on a ensuite la toute dernière question, parce que je suis consciente de l'heure, il est déjà 20h15.
8h15, il y a Philippe qui dit on va reprendre les ventes VEFA, VEFA. Moi, je ne sais pas ce que c'est, de l'immobilier. Point d'interrogation. On va reprendre les ventes VEFA de l'immobilier. VEFA. Ça vous dit quelque chose? Moi non, j'avoue. Si Philippe peut nous détailler Maro. ce que VFA, on est preneur. En attendant, on a Lionel qui pose une dernière question, peut-être aussi de son côté, sur l'impact de la crise sanitaire. Et d'après toi, est-ce que ça a augmenté la consommation automobile au dépens des transports en commun? Est-ce, d'après toi, passager ou bien un retour du transport individuel? Bonne question. Je suis assez partagé parce que la partie oui, virus, les gens vont être poussés à avoir cette individualisation du transport. Par contre, aujourd'hui, quand on voit les coûts de l'énergie, ça veut dire que la solution d'une voiture thermique, c'est pas ça, parce qu'il faut pouvoir se la payer, d'aller travailler tous les jours avec sa voiture. Si l'employeur vous finance pas une partie, pour certains, c'est compliqué. Et puis les temps, enfin, on voit bien sur la région parisienne, moi je bosse pas sur la région parisienne, mais j'habite Paris, et c'est vrai que j'étais content pendant 1 an et demi, entre guillemets, entre les télétravails, etc. Je passais moins de temps dans les voitures. Mais je passais également moins de temps sur la route jusqu'à récemment, on va dire jusqu'aux vacances, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur les routes. Mais là, on voit que les gens sont revenus. Et il y a autant de bouchons qu'avant. Par contre, il y a encore 20 ou 30% de télétravail en plus qu'avant. Donc, je pense que ça va être compliqué de garder ce business. Est-ce qu'il faudra... Il y aura certainement quelque chose entre les deux. Est-ce que ça va être de l'auto-partage voilà, j'ai une voiture, je la partage avec quelqu'un d'autre, ou à 2 ou 3, mais plus les uns contre les autres dans un wagon. Ça, c'est une des solutions. Ou ça peut être aussi des transports de point à point sur des solutions de véhicules propres ou qui soient partagés avec des gens. Oui, ça, mais les gens d'un nombre limité. Très bien. Et on a eu, pour conclure, l'acronyme VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. C'est plutôt pour un bien. La pré-vente, quoi. Et tu peux rappeler les questions parce que entre le VFA... Est-ce qu'on reprend les ventes type vente futur achèvement de l'immobilier pour vendre des voitures? Référence à Tesla, qui vend des modèles qui ne sont pas encore prototypés. C'est pour faire référence à Tesla, en fait. Ah oui, par rapport à ça. Non, mais oui, d'autres constructeurs ont essayé de vendre des voitures sur Internet. Ça n'a pas très bien marché. Donc ils ont rigolé quand ils ont vu Tesla vendre une voiture qui n'existait pas encore. Enfin, il y avait quand même une maquette. Les gens avaient une photo et il y avait un truc. Il y avait une voiture à l'échelle 1 qui avait été faite quand même, un proto. Mais voilà, jamais personne l'avait essayé. Mais ça fonctionne. Non, c'est comme. Je pense que je sais pas combien de temps ça va fonctionner. Pendant 10 ans, Apple, à chaque lancement, les gens dormaient devant les Apple Store pour aller chercher l'iPhone dès qu'il était sorti. Là, il n'y a pas besoin de dormir devant la concession Tesla. Tu peux la commander, on te la livre. C'est sympa. C'est mieux qu'Apple, en fait. Mais c'est un peu ce principe-là aujourd'hui. Voilà, il sort un nouveau modèle. Je pense qu'il faudrait. J'ai pas les statistiques exactes, mais je pense que la fidélisation est très forte chez Tesla. Les gens qui ont acheté une première Tesla en rachètent une deuxième, on la change pour en acheter une autre, parce qu'il y a toujours des innovations, un peu plus d'autonomie, un peu plus de rapidité, d'accélération. Voilà, on est sur des voitures, des Model S aujourd'hui où vous êtes de 0 à 100 en 2 secondes 3, quoi. C'est plus rapide qu'une Porsche ou qu'une Ferrari. L'accélération. Mais voilà, comment peut-on l'utiliser sur la route aujourd'hui? Moi, je sais, pour avoir géré la réparation, que Tesla est aussi l'une des voitures les plus accidentogènes qui existent sur la route. Parce que tu mets dans les mains des gens une voiture d'un comportement sportif à des gens qui n'ont pas l'habitude de conduire ce type de voiture. Et en plus, la Model S, à l'époque, c'était la Model S, le Model 3 n'était pas sorti. Les assureurs pleuraient parce qu'ils ne savaient pas comment pricer l'assurance d'une Tesla. Au-delà de la fiabilité, etc., parce que c'était nouveau, mais les pièces de rechange, et puis le taux d'accidentologie, malgré tous les équipements, un freinage hyper efficace. La voiture, c'est paradoxal, un freinage d'enfer, comme une Porsche 911. Tu t'accélères, par contre, ouais, t'es collé au siège. Les gens, sur une grande voiture comme ça, ils avaient l'habitude de conduire une BM série 5 ou un truc comme ça. Tu penses que ça passe, et puis ça passe pas. Donc, tu fais des petits heurts tu cognes une petite voiture, tu cognes un mur, tu cognes un machin. Et il y avait un taux
de réparation qui étaient 3 à 4 fois supérieures à des voitures équivalentes, enfin des voitures atmosphériques classiques, quoi. Mais bon, c'était aussi identifié. C'était assez. Par contre, Tesla a mis en place quelque chose où ils délivraient eux-mêmes leurs pièces de rechange, en fait. Merci. On va prendre une toute dernière question parce que malheureusement le temps tourne et on commence tous à avoir faim, je pense. Moi, en l'occurrence, oui. Une petite dernière question de Marius sur le business model des véhicules électriques. Est-il viable ou bien est-ce qu'un changement qui sera trop coûteux au regard de l'urgence écologique? Ça sera la dernière question. Promis. Ah. Non, il y en a d'autres. Moi, ça me dérange pas encore de quelques minutes, mais non, la partie automobile, si on regarde le business model, il est alors à l'usage, c'est du zéro émission, ok. À la fabrication, on est loin du zéro émission. Si on fait la chaîne carbone complète, si tout le monde doit passer en électrique, t'as pas les matières premières disponibles pour le faire, pour faire les batteries, pour faire les choses comme ça, la capacité de le faire. Donc l'électrique pur et dur n'est pas la solution, je pense. Aujourd'hui, on va s'orienter sur des modèles. L'hybride, aujourd'hui, c'est une transition. On est plus sur du marketing qu'autre chose, parce que l'hybridation d'une véhicule thermique, ça veut dire plus de poids. Donc, tu consommes plus quand tu n'as plus d'hybride. Aujourd'hui, on te vend des trucs en émissions de CO2 qui sont super pour les bonus-malus. Sauf qu'en fait, en réalité, tu as 35 km en hybride. Hein. Donc voilà, tu as pris ta voiture, tu n'as pas payé de malus, mais 90% du temps, tu roules pas en hybride. Et tu consommes plus parce que en permanence, tu as le poids de ces choses-là. Donc, il y a le véhicule hydrogène qui change d'être possible, peut-être une évolution future assez intéressante. Il y a Toyota qui pousse pas mal dans ce sens-là. Et il y a d'autres constructeurs qui s'y penchent aussi. Reste à résoudre le problème de la fabrication d'hydrogène pour alimenter tout ça. Mais il y aura certainement un mixte de plusieurs choses. Oui. Mais pas qu'électrique. Très bien. Merci beaucoup, Hervé. Merci vraiment pour ce partage et pour partager aussi ton expertise. Enfin, moi, je ne suis pas du tout du domaine, donc j'ai appris énormément de choses. J'ai pris plus de 2 pages de notes. Voilà. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et puis, je ne sais pas si Dalila, tu veux peut-être faire la conclusion? Alors, il faut remettre ton micro. Voilà, je t'en prie. Oui, c'est très intéressant. En fait, moi qui est dans l'industrie complètement différente, et on est touché par les matières premières également et la hausse des prix, on le constate complètement. Et c'est vrai que l'impact du Covid, etc., a eu un impact complet sur l'internationalisation en fait, des échanges qu'on a en termes de typologie d'achat et de manque de ressources qu'on a en fait en local, qui fait que ça va être très compliqué dans les années qui arrivent. Donc, merci beaucoup en tout cas Hervé pour ce partage très 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 intéressant. C'est vrai qu'on pourrait rester des heures et des heures, mais en tout cas, ça nous apporte beaucoup d'éclaircissements en tout cas sur notre modalité de mode de consommation et notre mode de vie demain. Comment on va devoir en fait vraiment cohabiter avec tout ça. Ça va être compliqué. C'est un challenge, hein, si on rajoute le vélo électrique en plus. Bon, alors là. Je tiens à remercier toutes les personnes, les nombreux commentaires qu'on a eu ce soir dans le fil de discussion. C'était vraiment très intéressant et constructif, tout ça. Il y a des questions sur le replay. Oui, la conférence est enregistrée, donc elle sera disponible de replay dans quelques jours sur le site Neoma Alumni. Puis merci Hervé de m'avoir partagé avec nous ta vision de l'automobile. Non, merci à vous de m'avoir forcé à le faire. Sans ça, j'aurais. Très bien. Merci à toi. Avec plaisir. La prochaine fois en présentiel, ça sera encore mieux, je pense. Ça sera clair. Plus interactif. On est bien d'accord. Voilà. Vivement le nouveau campus de Neoma, si j'ai bien compris. C'est ça qui est Place d'Italie. Donc, ce sera à partir de 2022 qu'on pourra faire des conférences au niveau Neoma Alumni. Et donc, on n'oubliera pas ce que tu viens de dire et de te proposer d'aider le club. Oui. Donc, voilà. Ou alors, il faut le faire dans un bar. C'est aussi pas mal. Hein. Ça peut être aussi, on peut mixer les soirées avec un petit thème de conférence en même temps. Ça peut être une idée. Ça amènera du monde, j'en suis certaine. En tout cas, on vous souhaite à tous, parlant justement
nourriture et de boissons, on va dire ça comme ça. On vous souhaite à tous un très bon appétit et merci à vous d'avoir participé et d'avoir regardé cette conférence avec le club alumni Global Executive MBA. Puis on vous souhaite donc une bonne soirée.